Bien, je vais vous montrer l'intégration du support Octoperf dans AgileTest sur mon poste. Alors, vous voici sur l'interface du logiciel AgileTest que vous devez maintenant bien connaître. Si ce n'est pas le cas, je vous redirige vers les précédents webinaires de présentation générale de AgileTest qui vous montrent l'installation, la configuration générale du logiciel, ainsi que la première chose à savoir pour commencer à réaliser un script. Ici, je me suis positionné sur un script vide et vous reconnaissez le bandeau qui permet de choisir des actions à ajouter au script. Et sur la partie de droite, un nouvel élément est apparu récemment, c'est l'élément performance qui permet d'ajouter au script ATS des éléments d'action relatifs à la performance, à la configuration du client HTTP lors du téléchargement de pages web par le navigateur, et également c'est là qu'on trouvera le support avec le logiciel Octoperf. Ce bouton performance ne s'affiche pas par défaut lorsque vous installez AgileTest. Pour l'afficher, il faut une configuration personnalisée de ATS. Donc ça se trouve dans le menu configuration et là vous voyez configuration d'ATS. Alors dans tous les cas c'est recommandé de mettre à jour ATS et cette mise à jour se fait automatiquement au lancement de AgileTest. Vous avez une barre de progression mise à jour d'ATS qui s'affiche normalement au moins une fois par mois. Ici, moi, je vais pouvoir cliquer sur modifier la configuration pour aller modifier un fichier qui s'appelle .atsproperties qui se trouve dans mon dossier utilisateur puis dans le dossier .actionTestScript. Donc ici, je peux modifier la configuration pour vous la montrer. J'ouvre ce fichier atsproperties avec un éditeur de texte. Et puis ici, vous voyez qu'il y a des balises XML, des éléments XML liés à la performance, et donc c'est ce modèle de configuration qu'il faudra ajouter à votre fichier de configuration. L'élément XML performance se trouve à l'intérieur de execute, et à l'intérieur de cet élément XML performance, on trouve un élément XML Octoperf avec l'adresse vers les API Octoperf, une clé API qui est spécifique à moi en tant qu'utilisateur, un nom de workspace, un nom de projet. Ensuite, on a des configurations ici qu'il faut rajouter, l'élément XML idle ainsi que l'élément XML blacklist pour blacklister des éléments et des URL. Alors je reviens sur la clé API. La clé API, ce que je mets dans le fichier de configuration d'ATS, c'est la clé API qui m'est donnée dans l'interface d'Octoperf. Sur mon profil utilisateur, ici j'ai accès à la clé API, je peux la visualiser et je peux la copier. Donc c'est ça que j'ai mis dans ma configuration ATS. Maintenant, le nom de workspace, je l'ai mis dans le fichier ATS Properties et il va être créé et je vais le retrouver, ce workspace, dans Octoperf. Le nom du workspace c'était bien AgileTest Webinaire, il a été créé dans Octoperf à partir de la configuration ATS. Ensuite, le nom du projet, c'est la même chose, je l'ai inscrit dans le fichier de configuration d'ATS et je vais le retrouver dans Octoperf. En cliquant sur le workspace, je vais retrouver le nom du projet. Donc ceci a été créé dans Octoperf à partir de ce que j'ai inscrit dans le fichier de configuration AgileTest. Une fois que cette configuration est faite avec les bons éléments que vous avez inscrits au bon endroit, vous avez accès à ce menu performance. Dans ce menu performance, il y a 3 actions différentes qu'il est possible d'ajouter. Donc ici, je me suis situé sur un script vide pour vous montrer ces actions une à une et ensuite je vais vous les montrer dans un contexte. Donc la première chose à faire pour utiliser le mode performance et l'intégration de Octoperf, c'est de démarrer un canal, ici un canal du navigateur, avec une configuration particulière pour ce canal qui est ici l'activation du proxy d'enregistrement ATS. C'est ça qui permet d'instrumenter le client HTTP pour être capable de faire des analyses de temps de chargement de chaque élément de la page, ainsi que de la page elle-même, pour stocker ces éléments de statistiques dans un fichier HAR pour HTTP archive et envoyer ce fichier-là à Octoperf pour une analyse qui vous sera montrée ultérieurement. Donc la première chose à faire pour récapituler, c'est d'activer le proxy dans la configuration du canal.
Ensuite, dans les actions qui sont possibles de faire, on a ici la configuration de la capture réseau. Ceci sert à configurer le comportement de ATS, ça sert à configurer la manière dont ATS va paramétrer le navigateur web pour faire des téléchargements réseau sur des pages web. Cette configuration donc influe sur le comportement de ATS et du navigateur qui est manipulé par ATS. Ceci ne modifie pas la configuration de votre projet Octoperf. La deuxième action qu'il est possible de faire dans cet onglet performance, c'est l'enregistrement. On peut désactiver temporairement la capture réseau. Pour rappel, cette capture est activée ici dans le canal avec l'activation du proxy d'enregistrement ATS, mais je peux le désactiver temporairement avec cette action, et puis ensuite je peux l'activer, faire reprendre pour reprendre la capture. Donc ça permet de faire une pause dans l'enregistrement des éléments HAR pour éventuellement faire des actions qu'on ne souhaite pas monitorer. Dernière action de cet onglet de performance, sauvegarder un VU, VU pour Virtual User dans Octoperf. Donc dans la sauvegarde du VU, on peut ici inscrire le nom d'un VU que l'on souhaite, inscrire un tag, le tag étant une notion propre à Octoperf, et pour terminer, dans cette action-ci, le cumul des actions ou le non-cumul des actions, la coche qui est ici, en fait, sert à préciser si l'on souhaite remplacer le VU Octoperf, l'écraser complètement, ou bien en cochant le cumul des actions, l'enregistrement du VU va aller à la suite d'un VU existant. On n'écrase pas le VU, mais dans ce cas, on ajoute l'archive HAR à la suite de ce VU. Voilà pour les différentes actions et les différentes configurations possibles de AgiliTest et de Octoperf. Donc maintenant, je vais vous montrer ça en pratique avec différents scripts. Donc je ferme ce script vide et je vais lancer un premier launcher, c'est-à-dire un script ATS qui consiste à ouvrir un canal, aller à une URL, appeler le script qui fait toutes les étapes fonctionnelles, pour ensuite sauvegarder un VU et enfin arrêter un canal. Donc vous voyez que les actions que je viens de vous présenter sont utilisées ici dans ce script. On retrouve bel et bien l'ouverture d'un canal Chrome avec la configuration du proxy ATS. La navigation à l'URL du navigateur ne pose pas de difficulté, c'est une action standard. L'appel du script, eh bien, je peux l'ouvrir si vous le souhaitez pour vous montrer de quoi il s'agit. En fait, ce script est vraiment très simple, fonctionnellement parlant. Il consiste à cliquer sur le premier élément de menu. Le menu principal est ici, premier élément de menu, et puis sur le lien de cet élément de menu. Ensuite, on clique sur le deuxième élément de menu, et ensuite sur le troisième. Peu importe le nom que porte l'élément de menu, ici, le script a été configuré de manière à ce que ce soit le premier élément, le deuxième, puis le troisième. Et en l'occurrence, ce script agit sur le site internet agilitest.com. Une fois que le sous-script fonctionnel a été appelé, je vais pouvoir sauvegarder le VU. Donc ici, j'ai configuré un utilisateur virtuel qui s'appelle WebMinimal, un tag Octoperf qui s'appelle ATS, et je ne coche pas le cumul des actions, c'est volontaire. Enfin, je ferme le canal. Alors, par symétrie, on peut voir que lors de la fermeture du canal, on va avoir l'enregistrement de l'archive HAR qui va se faire dans le répertoire target de l'arborescence du projet AgiliTest. Autant c'est ici que j'ai le démarrage du proxy ATS et le démarrage de l'enregistrement des statistiques de téléchargement des éléments HTTP, autant c'est ici que tous ces métriques, tous ces statistiques vont être sauvegardés sur le disque dur. On le retrouve donc dans Target Performance. Ensuite, un dossier qui porte le nom du canal ouvert et l'enregistrement de différentes archives ici HAR. Ces enregistrements-là ont été faits lors de l'arrêt du canal. Par contre, l'envoi des éléments de statistiques, des éléments et des métriques vers Octoperf est bel et bien réalisé à cet endroit. Je vais pouvoir exécuter ce script devant vous. Donc on accède au site internet agilitest.com et puis ensuite
l'ouverture du sous-script fonctionnel se fait. On clique sur le premier élément de menu produit, deuxième élément de menu métier, et le script s'arrête. Alors pour vous montrer la correspondance entre AgileTest et Octoperf, vous voyez ici que j'ai un VU qui s'appelle Web Minimal. Et je peux simplement vous montrer que ce VU se trouve dans mon projet. Et on retrouve bien un VU qui porte ce nom. Et donc ça c'est apparu dans mon interface Octoperf parce que j'ai configuré le nom du VU dans AgileTest. Maintenant, je peux vous montrer un script un petit peu plus complexe et je vais utiliser le même principe de mettre les actions de configuration dans un script de launcher et je vais mettre la partie fonctionnelle dans un sous-script. Donc je retrouve mes scripts ATS et ici je vais lancer un autre launcher. Ce launcher est vraiment identique, on a toujours l'ouverture d'un canal de navigateur Chrome avec le proxy ATS. La navigation sur une URL, cette fois-ci nous sommes sur une application web de démonstration qui s'appelle PetStore. Ensuite on a bien l'appel de sous-script fonctionnel qui s'appelle WebPetShop. Et donc ici vous allez voir lorsque je vais l'exécuter qu'il y a différentes actions sur une application web qui se font. Ensuite, on a la sauvegarde du VU qui va envoyer toutes les données, toutes les métriques et toutes les statistiques vers Octoperf, cette fois-ci dans l'utilisateur virtuel qui s'appelle WebPetShop. Et je retrouve effectivement l'utilisateur virtuel WebPetShop à cet endroit. Je reviens vers AgileTest. Ici, j'ai toujours un tag qui est une notion Octoperf et je désactive le cumul des actions dans le cas présent. Donc à cette action-là, on enverra toutes les informations vers Octoperf, et à cette action-là, on va toujours, encore une fois, enregistrer le fichier HAR dans le dossier target du projet AgileTest. Donc je vais pouvoir lancer ce projet, et vous allez voir que l'application web PetStore ici est un petit peu plus complexe, et le scénario de test est également un petit peu plus long. Donc sur la partie droite de mon écran, vous voyez que le test se déroule action par action. AgileTest nous indique ce qu'il est en train de faire. Et sur la partie gauche, vous pouvez voir l'application web qui est effectivement manipulée devant nos yeux. Je vais réduire la fenêtre AgileTest pour que ça soit un petit peu plus évident. Voilà, donc on est sur une application de démonstration de type e-commerce, avec une gestion de produits, gestion de panier, gestion de commandes. Donc on se rend compte que cette fois-ci le script ATS est quand même plus complexe, il comprend beaucoup plus d'actions, de remplissage de formulaires, etc. Mais tout ceci se réfère bien sûr à une application de démonstration. Alors dans la suite de la démonstration, ce qui sera très intéressant de voir, c'est que là nous sommes vraiment sur des actions de type fonctionnel, de type saisie clavier, clic sur un lien, etc. Et vous allez voir dans l'analyse des informations par Octoperf qu'on va avoir un autre niveau de granularité, il y a une autre approche pour aborder le dépouillage et l'analyse des résultats de performance du protocole HTTP. Alors ici, bien sûr, j'ai lancé le test via le logiciel AgileTest, mais je vous rappelle encore une fois que pour lancer un test ATS, il n'est pas obligatoire d'avoir le logiciel AgileTest sur sa machine. Un test ATS donc utilise la spécification ATS qui est libérée en open source et on peut exécuter n'importe quel script ATS sur une machine qui n'est pas équipée de AgileTest. AgileTest vous sert à faire la création de scripts et la maintenance de scripts. Voilà, la sauvegarde du VU est en train de se terminer et puis ensuite le canal va se fermer et c'est la fin de mon script. Je vais maintenant passer la main à Guillaume de Octoperf qui va vous présenter plus en détail son produit. Voilà, donc on se retrouve directement dans l'interface d'Octoperf. À ce stade-là, tout ce que j'ai fait, c'est me loguer et aller dans l'espace de travail dans lequel dans lequel les scripts de Paul ont été uploadés.
On retrouve d'ailleurs les deux, hein, vous voyez, le pet shop et l'autre, le minimal. On va plutôt s'intéresser à celui du pet shop, vous voyez, on a plus, alors pas forcément plus d'actions, mais on a plus d'étapes qui ont été franchies dedans et on va s'y intéresser d'un peu plus près. Déjà, la première chose qu'on retrouve, c'est une organisation ici de toutes les étapes. Après, si on jette un œil, on va remarquer qu'on n'a pas que des actions qui vont vers le Pet Store, puisque les navigateurs vont effectuer un certain nombre d'actions vers des sites tiers qui peuvent parfois être pertinents, mais parfois qu'on ne va pas vouloir conserver. Alors, notez que ce que je vais faire là, pour commencer, c'est de nettoyer un peu, de filtrer tous ces appels tiers, mais on aurait pu le faire dans Agilitest aussi. C'est juste pour montrer que vous pouvez aussi le faire dans Octoperf. Dans mon cas, je vais faire très simple, je vais tout supprimer, sauf ce qui va vers le Pet Store. On va vraiment garder que les requêtes du Pet Store. Comme ça, on aura quelque chose euh, d'assez simple pour la démonstration. Donc voilà, on retrouve notre Pet Store ici. Ce qui fait qu'au niveau donc maintenant des conteneurs et de tout ce qu'on retrouve, vous voyez, on n'a plus que des appels au Pet Store. Voilà. Alors sur ces scénarios qu'on vient d'importer, on va pouvoir pas mal travailler dessus. Déjà, ça peut être intéressant de renommer les étapes. Ça après, c'est à vous de voir si vous souhaitez garder les noms qui viennent d'Agilitest ou réutiliser des noms différents. En tout cas, l'intégralité de ce qu'on retrouve ici est configurable. C'est-à-dire qu'on peut prendre des requêtes, aller interagir avec les différents paramètres qui sont envoyés. Par exemple, ici, notre login mot de passe. On pourrait utiliser un jeu de données. Ce que j'aime bien faire en général pour la démo, puisque vous allez voir, on va utiliser un jeu de données et on va caler dedans quelques valeurs incorrectes. Ça nous permettra d'analyser un peu des erreurs pendant le test. Donc, je vais juste créer une variable CSV. Alors, pardon, c'est vrai, je l'avais déjà fait, mais vous voyez, on va recommencer. On va supprimer le CSV et on va la refaire ensemble. Donc, je vais rajouter une variable CSV sur laquelle j'ai besoin de choisir un fichier. Alors, je peux prendre le fichier qui est déjà là, je pourrais en ajouter un nouveau, mais effectivement, j'avais déjà uploadé le CSV en faisant des essais un peu avant. L'idée, c'est de donner une liste de valeurs pour notre test de charge future pour que chaque utilisateur utilise un login différent. Et sur cette liste de valeurs, j'ai pas mentionné le login et le password à l'intérieur du fichier, donc je vais devoir le faire ici, dans l'interface d'Octoperf directement. Et vous voyez, on a un certain nombre de valeurs, et notez que, vous voyez, on a deux d'entre elles qui ont un password qui est pas le bon, en fait. Donc quand on lancera notre test de charge, on aura comme ça des erreurs analysées. Pour le moment, je vais juste utiliser cette variable qu'on vient de créer. On va revenir sur notre requête qu'on avait trouvée ici. Et la syntaxe, c'est celle de JMeter, puisque Octoperf est basé sur JMeter, mais on a ajouté une autocomplétion pour se faciliter la vie quand même, hein. Et donc là, vous voyez, login, password, comme ça, on va exécuter avec les valeurs de notre CSV dorénavant. Alors ce que je vais faire pour vous montrer que ça a bien fonctionné, c'est qu'on va faire une exécution, alors pour le moment unitaire de cet utilisateur. Le principe, c'est de le lancer depuis les zones cloud qu'on propose, puisque Octoperf, c'est un produit en SaaS, donc ça vous permet d'utiliser nos injecteurs automatiques, que ce soit du AWS, DigitalOcean ou plus récemment Microsoft Azure. Donc vous les choisissez à la volée. Vous pouvez aussi installer vos propres injecteurs pour des applications qui ne seraient pas publiques et avoir vos propres machines de test. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'utilisateur que je suis en train d'exécuter est placé sur un agent cloud et il va s'exécuter pour un passage, une exécution. Donc on va avoir plus de détails là-dessus dans quelques secondes. Pendant que l'exécution se démarre et va se passer, je voulais juste mentionner qu'on peut faire énormément de choses. Bien évidemment, on ne va pas aujourd'hui détailler toutes ces choses qu'on peut faire ici, mais on va retrouver un certain nombre d'actions logiques qu'on va pouvoir appliquer à nos scripts. On va retrouver un certain nombre même de processeurs qui nous permettent d'extraire et de réinjecter des données en partant des réponses. Donc on a beaucoup de possibilités de ce côté-là. Et ensuite, vous voyez qu'Octoperf nous affiche des jeux de couleurs. Par exemple, on a un point orange sur cette requête-là. On peut aller regarder d'un peu plus près. Et si je jette un œil à l'onglet Response, vous voyez qu'on a une comparaison entre ce que nous a envoyé Agilitest et ce qu'on a eu au rejeu. Et en fait, il se trouve que dans les deux cas, on a des erreurs 404 puisque cette icône n'existe pas sur l'application PetSort. Donc après, on peut le laisser puisque visiblement c'est un appel qui est fait par l'application. On peut le désactiver si c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas rejouer. Et je souhaiterais m'arrêter sur cette requête de login pour vous montrer un peu avant qu'on continue. Cette requête, on l'avait reconfigurée ensemble. Donc vous voyez déjà, Octoperf au rejeu va gérer automatiquement les cookies pour qu'on ait une nouvelle valeur. On va trouver le nouveau login mot de passe que j'ai entré par rapport à l'enregistrement. Donc on a bien quelque chose de correct a priori, hein, si on compare les deux. Et du côté de la réponse, ce qu'on trouve, c'est une réponse similaire des deux côtés. Donc bon, la comparaison nous montre que c'est plutôt correct.
Alors après, le problème de comparer uniquement les codes réponses ici, c'est qu'on va pas forcément pouvoir s'assurer qu'on a ce s'attend à voir dans la page. C'est pour ça que parfois on va aller un peu plus loin en utilisant par exemple un processeur response pour contrôler qu'on a quelque chose dans la page qui indique que tout s'est bien passé. Et là, ce qui peut être intéressant, alors il y a plusieurs possibilités. Dans mon cas, c'est assez bateau, donc je vais juste contrôler que j'ai bien une redirection. Puisque si je n'ai pas un 302 found, si je ne suis pas redirigé après mon login, je sais que c'est que le login est incorrect. Mais ça, c'est vraiment très dépendant de l'application, bien évidemment. Et si vous vous souvenez, comme je le disais, on a des logins incorrects dans les fichiers, dans le fichier de données, donc je m'attends en particulier à ce que ce contrôle-là soit déclenché. En tout cas, une fois qu'on a terminé un peu avec le design, hein, encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire plein d'autres choses. Il y a une chose qu'il est important de savoir, c'est que comme Octoperf est basé sur JMeter, tout ce que vous faites, vous pouvez le réexporter vers JMeter. Ce qui donne une vraie possibilité de faire l'aller-retour vers de l'open source sans verrou éditeur sur le produit. Dans mon cas, je vais passer directement au runtime et je vais vous montrer comment on pourrait exécuter ce script qu'on vient d'importer d'Agilitest et de retravailler un peu, hein, mais qui est essentiellement le même. Donc on retrouve ici sur le runtime la possibilité de créer des groupes d'exécution. Déjà, je vais renommer le test, on va dire que c'est un test standard. En fait, cette notion de groupe d'exécution, c'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez, en cliquant sur As Recorded. Mais je peux en ajouter d'autres. En fait, on va en ajouter deux, mais commençons par configurer le premier. Donc je vais revenir dessus ici. Première chose, c'est que je vais prendre le Web Pet Shop, puisque c'est celui qu'on vient de retravailler un peu. Donc ce sera plus intéressant. Sur le nombre d'utilisateurs, là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est de prendre ce script et d'en lancer un certain nombre. Là, je suis monté jusqu'à 11. On pourrait aller plus haut, redescendre par la suite, remonter. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en termes de charge et de ce qui se passe sur votre application. Alors évidemment, la plupart du temps, on va s'en tenir à une des stratégies par défaut, comme monter, maintenir, descendre. On monte jusqu'à 10, mais on pourrait monter par exemple jusqu'à 50. Ça rendra le test plus intéressant. La durée aussi, évidemment, hein, on est sur 10 minutes, je peux monter à 20, mais pour autant, je peux toujours éditer les points un par un pour, par exemple, faire une montée en charge sur 1 minute au lieu de 4 ici. Vous voyez qu'on a donc une montée en charge un peu plus agressive. Il y a énormément d'options sur cet écran, mais je vais surtout me focaliser sur quelques-unes. En termes de localisation d'injection, déjà, je vais plutôt utiliser Paris chez Amazon, ici. Alors, peu importe Amazon Azure, c'est juste que les machines Amazon démarrent un peu plus vite. Donc, pour la démo, pour un webinar, c'est quand même plus sympa de ne pas attendre 3-4 minutes. En tout cas, le Pet Store est hébergé à côté de Paris. Donc, ce groupe d'exécution, je m'attends à ce qu'il soit assez rapide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer ici. Et le second, par contre, lui, on va le lancer depuis une autre zone. Ce que j'aime bien faire, c'est de prendre une zone aux États-Unis, donc par exemple depuis l'Ohio. L'essentiel, c'est qu'on vienne de plus loin, et on verra pendant le test qu'on va pouvoir comparer les deux. Donc ça va nous permettre de vraiment voir la différence depuis ces deux zones d'injection. Donc au niveau exécution, je vais faire essentiellement du next, 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 hein, parce que sur le lancement de test, j'ai pas grand-chose à vous dire, et puis on va essayer d'avancer un peu. On va arriver sur la page d'initialisation. Je m'attends à ce que ce soit assez rapide puisqu'on a lancé un petit test utilisant des zones Amazon où on a toujours des instances qui tournent spécialement pour ces petits tests justement de unitaire ou de validation comme ça. Pour un test à plus forte charge, il faut compter quelques minutes par machine à démarrer. Et là, vous voyez, dans mon cas, c'est 0 nouvelle machine, donc on va arriver tout de suite sur l'écran d'analyse. Et justement, sur cet écran d'analyse, on va voir qu'on peut récupérer en temps réel toutes les métriques de notre test, ce qui est un des gros points positifs par rapport à JMeter, puisque vous pouvez analyser en temps réel et vous avez accès à un écran ici où tout est configurable. C'est-à-dire que voilà, mon test est en cours, je vois, alors pour l'instant, on voit pas de métriques puisque le test vient de démarrer, mais elles vont arriver. Par contre, vous voyez, dès que je passe la souris quelque part, je peux éditer, supprimer des métriques. Donc on va pouvoir même éditer les blocs de texte pour ajouter des commentaires dedans. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un rapport qui correspond à ce que vous voulez, avec des logos, des liens, etc. Les métriques qui vous intéressent sur les graphiques. Par exemple, ici, j'ai l'utilisateur actif. Alors, le taux de hit, bon, il est en train le test vient à peine de démarrer, mais ça arrive. Ainsi que mon temps de réponse moyen. Je peux le reconfigurer, puis tout ça, je vais pouvoir en faire un template que je sauvegarderai pour la prochaine fois. Donc, même si le rapport par défaut contient beaucoup de choses, vous pouvez faire le vôtre très rapidement. Je vais éditer cette métrique, moi, le temps de réponse moyen, pour vous montrer la possibilité d'utiliser des filtres. Alors, on va pas évidemment pas passer sur toutes les métriques, mais au moins essayons d'utiliser des filtres sur le temps de réponse. D'un côté, depuis Paris, et on va dupliquer ici cette métrique, donc créer une deuxième courbe sur le graphe, mais qui celle-là viendra depuis les États-Unis.
Et là, pour le coup, bon, on voit très clairement qu'il y a une grosse différence de temps de réponse. C'est pas vraiment une surprise, mais voilà, au moins pendant le test, on peut comparer ces deux-là. Alors, on va avoir plein d'autres infos qu'on va pouvoir comparer, hein. On va avoir une table des résultats ici qu'on peut déplier pour regarder un peu ce qui s'est passé. Vous voyez d'ailleurs ici, on retrouve un taux d'erreur assez important. En fait, c'est sur ma requête de login. D'ailleurs, vous voyez, c'est remonté directement en orange puisqu'on a 34% de taux d'erreur. Et ça va être notre arrêt suivant. C'est ce que je vous avais dit avec ce fichier CSV, c'est qu'il va nous remonter pas mal d'erreurs. Donc je vais directement dans la table des erreurs pour zoomer un peu là-dessus. Vous voyez, ma redirection que je m'attendais à voir n'a pas eu lieu. Et si je demande le détail, on va carrément voir la réponse qu'on a eue pendant l'exécution et surtout on va pouvoir l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors oui, pardon, c'est vrai que j'ai pas partagé les nouveaux onglets, mais bon, on va pouvoir faire le rendu dans un nouvel onglet. Bon, vous n'avez pas dû le voir arriver, mais en tout cas, on peut aussi faire une recherche ici, par exemple, pour si je connais le message d'erreur, je pourrais chercher pour dire, ben voilà, invalide username en password. Donc je sais qu'il y a un problème de login mot de passe. Alors juste pour terminer, je vais arrêter ce test-là et faire deux, trois petites mentions sur ce qu'on va pouvoir faire avec ces rapports. Alors évidemment, il y a plein de choses dans le rapport, hein, les tops de temps de réponse, donc les transactions les plus lentes qu'on va pouvoir voir au fil du temps. On va voir la répartition des codes de réponse au fil du temps aussi. Moi, si j'ai arrêté le rapport, c'est essentiellement pour vous montrer la possibilité de faire un export PDF qui contient tout ce qu'on a fait dans la page d'avant. Donc c'est un très bon moyen d'avoir des graphes préconfigurés ou en tout cas filtrés sur les informations pertinentes. Et on va pouvoir aussi comparer diverses exécutions. Et là, pour le coup, je vais devoir changer et aller prendre un projet de template qui est déjà prêt, où j'ai justement quelques tests qui ont déjà été exécutés. Là, sur la partie analyse, on va retrouver, vous voyez, un test unitaire avec un VU, un utilisateur virtuel, donc 60 utilisateurs virtuels ici et là 300. Alors vous voyez que le hit count en bleu, hein, augmente clairement, bon, ce qui est assez rassurant. Plus on met d'utilisateurs, plus on a de requêtes exécutées, très bien. Alors on a un peu de trending ici, ce qui est pas mal si vous faites du test avec l'intégration continue, mais en vrai c'est quand même souvent plus intéressant d'aller dans le détail, et ça on va pouvoir le faire en créant un rapport de comparaison ici. Donc je prends ces trois rapports de test, j'en fais un seul, et on va pouvoir regarder ce qui se passe dedans. Alors évidemment, on est en train de comparer au test unitaire, donc c'est les différences de temps de réponse qui vont être intéressantes. Par exemple, ici, on retrouve voilà, les pourcentages d'augmentation, etc., etc. Mais de toute façon, partout où on va pouvoir mettre des métriques de chacun des tests côte à côte et les comparer. Donc voilà, pour un tour d'horizon rapide, il y a évidemment plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je pense que c'est déjà une bonne première approche.